Bienvenue sur Les Jongleuses, le podcast qui vous donne les clés pour jongler avec légèreté entre toutes les facettes de votre vie. Je suis Ruth Manou, coach de vie et future psychologue. Je suis aussi 2 fois maman, passionnée de musique et de pop culture. Et chaque semaine, je m'inspire de tout ça pour vous aider à retrouver votre voix intérieure, loin des injonctions et des chemins balisés. Pourquoi ? Pour que vous puissiez jongler avec fluidité entre toutes les facettes de votre vie. Je vous donne rendez-vous tous les vendredis pour un nouvel épisode. Abonnez-vous à la newsletter ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des nouvelles sorties. Et je compte sur vous pour partager largement autour de vous et pour laisser une pluie d'étoiles et de commentaires partout où c'est possible. Bonne écoute! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle saison du podcast. Enfin, pour être vraiment précise, ce n'est pas vraiment une saison, c'est plutôt une nouvelle version. D'ailleurs, je vous propose qu'on arrête les saisons et qu'on se donne rendez-vous tous les vendredis pour un épisode dans lequel je serai seule ou bien accompagnée. J'avais envie de profiter de ce nouveau départ pour vous en dire un peu plus sur mon histoire, sur ce qui a changé pour moi depuis les débuts du podcast et sur la nouvelle direction que j'ai envie de donner au podcast. Je reprends donc depuis le début. Tout a commencé un 12 février 1987 à Abidjan. Non, je vous rassure, je ne vais quand même pas remonter si loin. Et donc en vrai, j'ai 34 ans, je suis mariée avec mon amoureux de prépa, je suis maman de 2 enfants qui ont 6 et 3 ans, et ça fait maintenant 2 ans exactement qu'on vit en Irlande, à Dublin. Et ça fait aussi 2 ans que je suis en reconversion pour devenir psychologue et depuis plus récemment en formation pour devenir coach professionnel certifié. Et en fait, l'histoire de notre expatriation est aussi celle de ma reconversion. Donc en fait, après la naissance de ma 2e fille, je suis retournée travailler après un congé parental et je l'ai fait avec vraiment la mort dans l'âme. J'aimais bien mon travail, il était assez intéressant, stimulant, bien payé, tout ce qu'on veut, mais je ne m'y épanouissais pas du tout. J'avais l'impression de ne pas être complète, j'avais l'impression que ce que je faisais n'avait pas de sens et j'avais l'impression de passer mes journées en pilote automatique. En plus de ça, je trouvais que tout passait à 100 à l'heure et j'avais l'impression de n'être bien nulle part avec mes enfants. Je rêvais d'avoir un peu de temps pour moi. Au travail, je rêvais d'être avec mes enfants. Bref, j'étais bien nulle part. Et puis ça avait pas beaucoup de sens pour moi de laisser mes enfants 10 heures par jour pour faire un boulot qui au final ne me rendait pas du tout heureuse. Et ça, c'était sans compter la course quotidienne, constante, tout le temps pour déposer les enfants, récupérer les enfants avant d'aller travailler dans un job qui, je le répète, ne me provoquait aucune passion. Donc forcément, j'ai commencé à rêver de reconversion. Au début, j'ai pensé au métier de sage-femme parce que l'expérience de la naissance de ma fille avait été vraiment merveilleuse pour moi. J'ai vécu une naissance, un accouchement physiologique, sans péridurale, comme je l'avais rêvé, et c'était vraiment une expérience de puissance pour moi, vraiment. Et donc j'ai exploré cette piste de fond en comble pour devenir sage-femme, j'ai passé des heures sur des forums, j'ai échangé avec des tas de sages-femmes, j'ai imaginé les modalités pratiques de mon rêve, j'ai envisagé comment j'allais financer tout ça, combien de temps ça allait me prendre, etc. Et puis surtout, quelles écoles de formation m'étaient accessibles en France et en Belgique. Et pourquoi la Belgique ? Parce que là-bas, l'entrée dans ces écoles me paraissait plus accessible qu'en France, où il faut passer par une première année de médecine et un concours. Et donc en fait, d'exploration en exploration, assez vite, je me suis aperçue qu'en fait, le métier de sage-femme, c'était pas vraiment ça ma voie. Mais de cette exploration, j'ai retenu 3 choses. La première, c'est que j'avais le droit de rêver d'autres choses et que en plus ça me faisait du bien de faire des plans sur la comète. Donc j'ai continué. La deuxième chose, c'est que partir à l'étranger, c'était une possibilité pour ma famille et pour moi. Et de façon générale, quitter Paris, c'était une possibilité pour nous, alors qu'avant ça me paraissait compliqué, voire infaisable. Et la troisième chose, c'était cette envie d'accompagner d'autres femmes pendant qu'elles aussi traversaient des moments de vie transformateurs, voire difficiles.
Et j'avais envie de faire ça en les aidant à se connecter ou à se reconnecter à leur potentiel et à leur capacité. Parce que c'est ce que j'avais vécu, moi, en vivant cet accouchement physiologique. Et ça, je voulais que d'autres femmes puissent le vivre aussi. Et en fait, au fur et à mesure que je sortais de la période du postpartum, j'ai eu envie que cet accompagnement s'étende à d'autres situations de vie que simplement la naissance. Et pour moi, la voie royale pour faire ça, c'était la psychologie, c'était le fait de devenir psychologue. Et c'est comme ça qu'il y a 2 ans, on s'est lancé dans ce projet d'expatriation en famille et que j'ai démarré au même moment des études en psychologie que j'adore. J'adore tout ce que j'apprends sur le fonctionnement du psychisme humain et ça me donne plein de clés pour avoir une meilleure compréhension de nos comportements humains, du développement de mes enfants, de mes réactions à certains moments, de l'influence de la culture sur nos comportements. Et, bref, j'adore. Et donc ça, c'est la partie psychologie de mon parcours. La partie coaching de mon parcours est très liée et je vais vous l'expliquer. Au moment de notre installation ici à Dublin, j'étais dans les conditions de vie dont j'avais rêvé, exactement là où j'avais envie d'être. Avec la famille que j'avais voulu, dans la maison dont j'avais toujours rêvé. J'avais l'équilibre parfait à passer du temps avec mes enfants et le reste du temps à travailler sur quelque chose qui me passionnait dans l'objectif de construire enfin une carrière qui aurait du sens pour moi. Mais alors quel choc quand je me suis rendu compte que les mêmes ressentis et émotions désagréables étaient toujours là, et souvent en plus. La même frustration, la même inquiétude, les mêmes incertitudes, les mêmes doutes sur moi et sur la façon dont je jonglais entre tous mes rôles. Est-ce que j'étais vraiment une bonne maman ? Est-ce que j'étais toujours une bonne maman si je choisissais de rester travailler mes cours un week-end plutôt que de faire une sortie en famille ? Est-ce que j'avais eu raison d'avoir laissé tomber un travail bien payé, mon statut et mon indépendance financière ? Est-ce que ça faisait de moi une mauvaise féministe ? Est-ce que j'avais bien fait de lancer mon podcast et de me rajouter une balle supplémentaire dans mon jeu ? Et puis si j'avais le temps maintenant, comment ça se faisait que j'avais quand même l'impression de courir pour préparer, déposer et récupérer mes enfants ? Bref, vous voyez le tableau. J'avais vraiment besoin que quelque chose change parce que pour moi, j'étais vraiment dans les circonstances parfaites. Et c'était plus acceptable en fait de ressentir tout ça alors que j'avais enfin les conditions de vie que j'avais toujours souhaitées. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le coaching, ou plutôt l'auto-coaching. En arrivant ici à Dublin, j'avais découvert le podcast en tant que média et je m'étais mise à écouter plein de podcasts parce que c'était vraiment parfait pour m'aider à défaire les cartons. Et puis de podcast en podcast, je suis tombée sur des podcasts qui abordaient le développement personnel. Je me suis mise à tester certains des outils et des pratiques qui étaient proposés et en fait c'était exactement ce dont j'avais besoin. Par exemple, j'ai commencé à utiliser l'écriture expressive au quotidien, à noter non seulement ce que je vivais, mais aussi les émotions que je ressentais autour de ça, les pensées automatiques qui se cachaient derrière ça. Et en fait, j'avais toujours utilisé l'écriture pour traverser des moments difficiles ou me souvenir de moments importants de ma vie. Mais là, j'ai commencé à le faire au quotidien. J'ai commencé à méditer aussi. Et toutes ces petites choses-là m'ont permis de faire connaissance vraiment avec ma vie intérieure. À faire connaissance avec cette vie intérieure-là, à l'accepter et à en aimer toutes les nuances, de la plus claire à la plus obscure. Et j'ai commencé à me connaître vraiment, moi, en fait. En dehors de toutes les injonctions liées à mes rôles de mère, de femme, d'épouse, de professionnelle, de tous les « mais peut-être que je devrais faire comme si, mais une telle a fait comme ça », en fait, le fait de faire ça a permis de faire taire toutes ces voix parasites-là. Et c'est exactement ce dont j'avais besoin pour profiter de ce que j'avais là, maintenant, sous les yeux. C'est exactement ce dont j'avais besoin pour savoir ce que moi je voulais vraiment. J'en étais là donc de mes réflexions et de la mise en pratique de tous ces outils-là. Et puis je me suis rendu compte que j'avais encore des tas de blocages inexpliqués et que c'était pas idéal. J'avais des schémas répétitifs que je n'arrivais pas à dépasser. Et j'ai commencé à envisager l'idée de prendre une coach pour aller un peu plus loin, pour faire sauter
les derniers blocages, enfin pas forcément les derniers parce qu'en fait on n'a jamais vraiment fini, mais pour faire sauter les blocages dont je sentais qu'ils étaient encore là, qu'ils étaient encore persistants. J'en étais là, donc de toutes ces réflexions, de toutes ces pratiques qui m'enthousiasmaient au plus haut point, quand mes études en psychologie et ma pratique de l'auto-coaching sont entrées en collision de manière assez violente. Donc il faut savoir qu'une partie de mon enfance a été difficile, très difficile. Entre mes 8 ans et mes 13 ans, j'étais sous la responsabilité de ma belle-mère, avec un papa qui voyageait beaucoup et qui était souvent absent. Donc j'ai vécu des maltraitances physiques, de la violence psychologique, et ça a été horrible, clairement. Mais une fois sortie de là, j'en ai parlé vaguement à certains proches, et puis j'ai fini par mettre un couvercle dessus. Le fait d'en parler à ces proches-là n'a pas suffi, parce qu'en fait c'était des traumatismes ce que j'avais vécu, et en parler simplement à des proches ne suffisait pas. Et donc je sentais qu'il y avait encore des choses sous la surface. J'ai vécu une adolescence assez volcanique à certains moments. Et puis, au bout d'un moment, après mon bac, j'ai mis un petit couvercle dessus en me promettant 2 choses. La première chose, c'est que je n'allais pas laisser mon passé définir la personne que j'étais. Je n'allais pas laisser mon passé définir ni mon présent, ni mon futur. Et je me suis juré que j'allais réussir ma vie. Et ça m'a sauvée. Et la deuxième chose que je me suis promise, c'est que quand moi je serai maman, mes enfants ne vivraient jamais ça. Donc ils seraient choyés, ils seraient en sécurité, ils seraient heureux. Et pendant longtemps, ça a marché. Ça m'a aidé à avancer dans la vie. J'ai continué à maintenir ce couvercle bien en place. Il était tellement bien en place que j'étais capable de parler de ce que j'avais vécu dans mon enfance de façon très détaillée, mais aussi de façon très détachée et vraiment sans rien ressentir à l'évocation de ces souvenirs-là. En fait, j'étais dissociée de cette partie-là de moi. Et c'était pas grave parce que ça a tenu comme ça pendant longtemps. Ça a tenu en fait jusqu'au printemps dernier, où, comme je vous disais, j'ai commencé à me connaître sur le bout des doigts et surtout à me voir de façon très claire. Et puis un jour, j'ai commencé à travailler un cours sur le psychotraumatisme et sans trop comprendre pourquoi, j'ai commencé à me sentir assez mal à l'aise. Et j'ai compris pourquoi j'étais aussi mal à l'aise quand je suis arrivée à la partie du cours qui évoquait spécifiquement les traumatismes répétés dans l'enfance. Et en fait, à partir de là, la dissociation n'a plus du tout été possible pour moi. Je me voyais trop clairement et je ne pouvais plus prétendre, inconsciemment, on est d'accord, mais je ne pouvais plus prétendre que tout ça était arrivé à quelqu'un d'autre, à une partie détachée de moi, à une personne distincte de moi. Donc en fait, pendant des années, j'avais refoulé tout ça et ça m'a protégée. Mais là, le refoulement ne pouvait plus fonctionner et tout s'est effondré. Donc ça a été violent, ça a été très violent, parce que tout est revenu de façon assez brutale. Mais ça a été aussi vraiment salvateur, parce qu'en fait c'était ça la dernière pièce de mon puzzle. Et c'était ça la cause de bien des blocages dont tout le développement personnel du monde n'aurait jamais pu venir à bout. Et en même temps, si je n'avais pas adopté toutes ces pratiques de développement personnel, je serais probablement encore dissociée de cette période-là de ma vie. Et cette période-là de ma vie, gardée sous capsule, continuerait à me mettre des bâtons dans les roues de la vie que j'essaie de construire. Et donc, plutôt que d'aller voir une coach, parce que c'était pas à une coach de gérer tout ça, cette décompensation, c'était pas possible de confier ça à une coach, je suis retournée voir ma psy parisienne, merci la téléconsultation. Et cette fois-ci, je suis pas allée voir cette psy pour parler de mon rôle de maman ou pour gérer les remous émotionnels liés à ma grossesse. Je suis retournée la voir pour moi, pour la femme que je suis aujourd'hui, pour l'adolescente révoltée que j'avais été et pour la petite fille maltraitée que j'avais été aussi. C'était pour travailler enfin sur la balle la plus importante de mon jeu, sur ma relation à moi. En parallèle de ça, j'ai continué à écrire, à méditer, à visualiser, à appliquer tous les outils d'auto-coaching qui me venaient de mes podcasts, des écoutes que je faisais ou des lectures que je faisais. Et là, bizarrement, les blocages que je rencontrais avant, les schémas répétitifs, là j'arrivais à les débloquer.
j'arrivais à les faire sauter les uns après les autres. Et donc en fait, j'ai été aux premières loges pour expérimenter ces deux disciplines. Et il en aurait fallu moins que ça pour me convaincre que les deux sont les deux facettes d'une même pièce. La psychologie est là pour guérir en profondeur, pour penser des blessures profondes, des blessures qui, si elles ne sont pas traitées, peuvent compromettre l'intégrité de notre psychisme, de notre esprit. Et le coaching est là pour apprendre à se connaître vraiment. C'est le lieu pour se questionner sur ses propres valeurs, sur ses aspirations profondes, sur ses non négociables. Et c'est aussi une formidable aide pour gérer les petits cailloux du quotidien et pour éviter qu'ils s'amoncellent. Et surtout, c'est un espace privilégié pour façonner sa vie en accord avec cette intimité profonde qu'on crée avec soi-même. Choix conscient après choix conscient. Si je devais faire une analogie entre le coaching, le développement personnel, la psychologie et même la psychiatrie, tiens, tant qu'on y est, ce serait celle du médecin, du kiné et du chirurgien. Imaginons que vous vous fouliez la cheville. Vous avez mal, vous ne pouvez plus marcher. Et si on ne répare pas vite et bien, ça risque de laisser des séquelles graves, vous empêcher de marcher, de faire du sport, de courir, bref, de vous servir de votre pied. Et donc vous allez voir un médecin, la psychologue, donc pour poursuivre notre analogie. Ce médecin va diagnostiquer ce qui s'est passé, et soit elle va vous soigner elle-même, soit elle va détecter qu'il y a quelque chose de plus grave, qu'une opération est nécessaire, et elle va vous envoyer voir une chirurgienne. Une psychiatre dans notre analogie. Si elle peut soigner la foulure elle-même, donc elle va vous soigner, votre cheville guérit après quelques mois ou quelques semaines. Bon, en vrai, j'y connais rien en cheville foulée, mais disons que vous guérissez au bout de quelques semaines ou de quelques mois, et puis elle vous retire votre plâtre en disant « Bon bah ça y est, vous êtes guéri ». Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Vous ne vous êtes pas servi de votre cheville pendant un certain temps, vous manquez de confiance en vous, vous avez perdu en tonicité et vous ne voyez pas bien comment vous allez pouvoir reprendre le sport avec une cheville dans cet état, ou tout simplement marcher. Et donc à ce moment-là, vous allez aller voir une kiné. Et donc la kiné, vous l'aurez deviné, c'est la coach de vie. La kiné va travailler avec vous, là où vous en êtes, et séance après séance, elle va vous aider à reprendre confiance en vous, avec des exercices à faire seul ou avec elle. Elle va vous aider à apprivoiser cet état-là, et elle va faire en sorte que votre cheville refonctionne de manière optimale, à minima. Et donc la kiné, son rôle, ça ne va pas être de soigner ou de gérer les fractures. En revanche, elle va vous aider à vous rééduquer après une fracture, ou bien elle va intervenir en préventif, de façon à vous éviter une fracture. Voilà un peu comment je vois ces professions-là. Et pour moi, elles travaillent vraiment main dans la main pour soutenir la personne et pour prendre soin de sa santé mentale. Ces professions sont là pour vous aider à aller bien quand vous allez mal, pour la psychologie, ou alors pour vous aider à aller encore mieux quand vous allez bien, pour le coaching. Et donc pour en revenir à mon parcours sur le coaching, j'ai eu envie d'aller au niveau supérieur. Et plutôt que de juste me faire coacher, parce que je suis un peu extrémiste comme fille, j'ai eu envie de me former pour devenir coach de vie. Et c'est ce que je fais pour mon plus grand bonheur. Et donc me voilà en chemin pour devenir coach professionnel certifié. Je me forme, je me fais coacher et je coach toutes les semaines depuis plusieurs mois. Et à chaque fois que je sors d'une séance, je suis littéralement bluffée par la puissance de cette discipline et par les transformations qu'elle rend possibles. Et vous vous souvenez ce que je vous disais au tout début sur ma volonté d'accompagner des femmes à vivre des transformations en se reconnectant à leur propre pouvoir? Et bien en fait, c'est la même passion qui m'animait quand j'envisageais de devenir sage-femme. Et c'est le même désir qui me pousse aujourd'hui vers le coaching. C'est ça en fait ma mission de vie. Et peu importe la forme qu'elle prend, que ce soit à travers ce podcast, que ce soit à travers mes études en psychologie, que ce soit à travers mon métier de coach. En fait, c'est ça ma mission de vie. Maintenant que je vous en ai dit un peu plus sur moi et sur mon parcours, et si on parlait maintenant de vous, ou plutôt de ce que j'ai envie de partager avec vous dans cette nouvelle version du podcast. Reprenons l'analogie du kiné et du médecin. Et imaginez maintenant qu'on ne parle plus de fracture à la cheville, parce que je suis vraiment nulle en fracture de cheville. Imaginons qu'on parle plutôt de douleur de dos. Imaginons une personne qui a souvent mal au dos. Rien de très violent, mais assez pour être pénible au quotidien. Cette personne est allée voir un médecin qui s'est assuré qu'il n'y avait pas de cause organique à ce mal de dos, qu'il n'y avait rien de physique qui expliquait ça. Mais le mal de dos est toujours là. Cette personne, elle a plusieurs choix.
Soit elle peut aller voir directement un kiné qui va évaluer sa situation, revoir sa posture avec elle, ses habitudes et voir avec elle comment corriger tout ça. Et le fait d'aller voir le kiné ou la kiné va aider cette personne. Imaginons maintenant que cette personne se connaît vraiment bien. Elle est habituée à ressentir son corps, à savoir où il y a des tensions, à les relâcher, voir que cette personne est sportive. En fait, il est probable que les séances de kiné soient plus fluides, plus efficaces et que le problème soit réglé plus rapidement. Ou mieux encore, c'est même possible qu'à force d'être très consciente de ce qui se passe dans son corps et de corriger elle-même certaines postures ou de relâcher elle-même certaines tensions, le mal de dos finisse par disparaître tout seul. Et bien ce qui est vrai pour une douleur au dos est vrai pour une douleur à l'esprit. C'est pareil pour la santé mentale, ça fonctionne exactement pareil. Plus on se connaît, plus on est à l'écoute de ses émotions, plus on est au contact de sa vie intérieure et émotionnelle, et plus on est capable de créer plus de ce qu'on veut pour soi-même et moins de ce qu'on ne veut pas. Et en fait, c'est ça que j'ai envie de vous apporter avec cette nouvelle version du podcast. J'ai envie de partager ici, avec vous, toutes ces choses qui m'ont aidé à mieux me connaître et à mieux jongler entre tous les aspects de ma vie, en espérant que tout ça vous aide, vous aussi, à jongler avec plus d'aisance et de fluidité entre toutes les balles de votre jeu. Et donc dans mes partages, il y aura des apports de la psychologie, du coaching, mais aussi du développement personnel à ma façon. Et comme pour moi, le développement personnel ne se conçoit pas sans une dimension de collectif ou de communauté, on aura toujours le plaisir d'avoir des invités pour certains épisodes. En retour, je vais vous demander 2 choses. La première des choses, c'est de toujours garder à l'esprit que c'est vous l'experte de votre vie. Vous connaissez vos circonstances et vous savez ce que vous voulez pour vous-même. Donc, prenez ici ce qui marche pour vous, ce qui vous correspond, ce qui vous convient. Adaptez le reste et laissez de côté ce qui ne correspond pas à ce que vous essayez de créer pour vous-même. La deuxième des choses, c'est que je compte sur vos retours. N'hésitez pas à me faire savoir comment ces partages résonnent pour vous, ce que ça vous évoque et comment vous comptez adapter tout ça dans vos propres vies. Et ça passe par le fait de laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast par exemple, ou encore par le fait de rejoindre la communauté sur Instagram @lesjongleuses.podcast pour échanger et aller plus loin ensemble sur tous ces partages. Et enfin, vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter pour être parmi les premières informées des places en coaching que je proposerai bientôt. Vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien qui apparaîtra dans les notes de l'épisode. Voilà, on arrive au bout de notre épisode 0 de la nouvelle version du podcast. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain et d'ici là, prenez soin de vous.